Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Philippe Lamarre. Je suis le fondateur du groupe média Urbania. Nous sommes basés à Montréal avec des bureaux à Paris et notre slogan est de rendre l'ordinaire extraordinaire. Nous célébrons l'humain sous toutes ses formes. Urbania, c'est un média, justement, qui s'intéresse à toutes les histoires humaines. On cherche la beauté là où les gens ne la voient plus. On cherche des histoires un peu partout. On produit des programmes, par exemple, on produit un programme qui s'appelle Fragment, qu'on fait avec Arte en France, où on trouve des kidams qui nous racontent des histoires entre 5 et 8 minutes et qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Et ce sont des histoires qui sont des tranches de vie qui semblent anodines à première vue, mais qui, au final, sont des moments où la vie des gens a basculé. Et donc, l'idée est de raconter des espèces de bribes d'humanité à travers les réseaux sociaux, d'avoir d'envoyer justement des bribes d'humanité dans des endroits qui sont un peu dénués ou qui sont devenus plus algorithmiques qu'humains. Et un média, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu exactement tout ce que ne sont pas les algorithmes. Un média, c'est de la curation humaine. Ce sont des humains qui décident de ce qu'ils trouvent pertinent, qui vont sur le terrain, qui vont rencontrer des gens, qui ramènent des histoires, qui les fabriquent comme des artisans et qui les diffusent de toutes les façons possibles. Et un média moderne de nos jours ne se fie pas uniquement aux réseaux sociaux et aux algorithmes. Et un média moderne doit développer une relation directe avec ses utilisateurs, avec ses consommateurs, avec ses utilisateurs. De laisser notre destin entre les mains de Meta ou Google, c'est de laisser notre destin entre les mains de gens qui n'ont pas à cœur notre pérennité. Le storytelling, c'est devenu un mot un peu générique. Je pense que tout le monde peut prétendre faire du storytelling, mais qui a vraiment quelque chose à dire? Il s'agit de passer une soirée dans un dîner pour voir un petit peu que tout le monde se trouve intéressant dans la vie, mais qui l'est vraiment? Donc, le rôle d'un média, justement, c'est de faire le tri, de séparer la graine de l'ivraie, de trouver la beauté, de trouver les histoires qui sont marquantes, de trouver les histoires qui sont choquantes, de s'indigner, mais justement, de ne pas laisser aux machines la responsabilité de choisir ce qui est bon ou de ce qui est moins bon. C'est vraiment le storytelling, pour moi, c'est une mission de se rendre intéressant. C'est de jamais ennuyer les gens. Et c'est de ne pas tomber dans des pièges que sont le clickbait, donc de seulement faire un titre qui soit accrocheur, mais de ne pas livrer la promesse qu'on a mis de l'avant. Je pense que de nos jours, n'importe quelle entreprise qui a une présence sur Internet devient en quelque sorte un média. On a vécu dans l'ère des médias traditionnels, l'ère de l'interruption publicitaire. Donc, on arrêtait le contenu principal pour mettre un contenu qui était secondaire, qui était celui des annonceurs, qui était en quelque sorte celui qui finançait le contenu principal. Mais de nos jours, dans un fil Instagram ou sur YouTube, tout le monde doit être intéressant. Les publicités doivent être aussi captivantes que le contenu principal. On a la mission comme marque ou comme entreprise de, si on prend la parole, de dire quelque chose qui est captivant. Les nouvelles générations ont développé des réflexes de bullshit detector. Ils savent voir quelque chose qui est une intention uniquement commerciale ou avec une intention de vente. Donc, il faut trouver une façon de captiver les gens, de leur apporter une réelle pertinence dans leur vie. Et ça passe justement par se poser la question de qu'est-ce qu'on a à dire. Donc, une marque qui prend parole sur Internet, sur les réseaux sociaux, doit se poser la question, qu'est-ce que je peux contribuer au discours public? Qu'est-ce que je peux amener dans la discussion qui va faire avancer la discussion, qui va faire prendre une prise de conscience générale, qui va contribuer au débat et qui va amener quelque chose d'une pertinence dans la discussion? Et si on veut seulement interrompre le discours pour vendre notre salade, c'est à ce moment-là qu'on devient non pertinent et que les gens nous écartent de la conversation. Moi, je pense que les entreprises de nos jours doivent effectivement se doter de gens à l'interne qui sont capables de raconter l'histoire de l'entreprise, qui sont capables de trouver les petites pépites, parce que dans chaque entreprise résident des histoires, des gens qui ont des choses à dire. Après, il faut les trouver, ces gens-là, il faut trouver les histoires. Et je pense que le rôle des agences de nos jours, c'est d'accompagner les entreprises à extraire l'essence de ces histoires, donc de vraiment trouver une façon de rendre ces histoires-là les plus captivantes possibles, mais ensuite de les distribuer de la manière la plus judicieuse possible. Et c'est là que justement la créativité moderne ne réside plus seulement dans l'histoire, mais aussi dans la manière de distribuer les histoires. Il faut vraiment penser à un récit comme étant quelque chose qui tient tout seul, mais qui vit sur différentes plateformes et qui s'adapte selon les plateformes. Donc, on parle beaucoup de clipping de nos jours. Par exemple, les podcasts ont des versions longues. Et il faut vraiment imaginer un podcast comme étant une pièce maîtresse de contenu dans laquelle on va venir extraire des segments
qui vont créer de la découvrabilité pour la version longue, mais que la plupart des gens ne vont que consommer la version courte. Donc, il faut voir chaque pièce de contenu comme étant une modulaire qui peut vivre sur plusieurs plateformes. Donc, il faut vraiment devenir des espèces d'ingénieurs du storytelling. Il faut pouvoir imaginer le storytelling comme une pièce 3D qu'on fait vivre sur de multiples plateformes et avec toujours la pertinence, toujours apporter quelque chose aux spectateurs, aux gens qui vont la consommer, ne pas seulement vouloir vendre notre salade. Comment rester humain à l'ère de l'IA? Je pense que si on regarde dans l'histoire de la communication, ce qu'Internet a fait ce qu'Internet a fait pour les médias, en fait, c'est que ça a amené le coût de la distribution du contenu à zéro. Tout le monde peut distribuer du contenu sans coût fixe. Et ce que l'IA fait au monde du contenu, en fait, ça baisse le coût de fabrication du contenu. Mais ce qui ne changera pas, en fait, c'est le supplément d'âme qu'amène l'humain à la fabrication du contenu. Donc, les IA sont capables de générer du texte à l'infini, mais sont-elles capables de générer de l'âme à l'infini? Ça, c'est la question à se poser. Donc, si on utilise l'IA, il faut l'utiliser comme une extension d'un outil de fabrication, mais ça ne remplacera jamais le jugement d'un individu, à savoir ce qui est pertinent ou non, ce qui est touchant ou non, et dans quelle séquence raconter une histoire. Donc, l'IA va certainement faire baisser le coût de fabrication du contenu, mais ne remplacera jamais les humains qui sont capables d'avoir le jugement à savoir si une histoire est pertinente, touchante. Dans une salle de rédaction comme celle d'Urbania, en fait, on a un ensemble de gens qui sont des créateurs, des journalistes, qui chaque semaine sont à la recherche des meilleures histoires, qui se promènent dans la rue à essayer de trouver des personnages, des lieux, pour arriver à savoir ce qui est bon, ce qui mérite d'être publié ou non. En fait, il faut savoir capter l'air du temps, le zeitgeist. Il faut essayer de... Puis ça, il n'y a aucune IA qui est capable de faire ça. On peut faire de la recherche sur Internet et essayer de voir de quoi les gens parlent sur Google ou de quelles recherches sont effectuées. Mais quel est le zeitgeist? Ça va au-delà de recherche sur Internet. Le zeitgeist, c'est l'air du temps. C'est capter un petit peu ce dont les gens vont avoir envie d'entendre parler dans 2 jours, dans 3 jours, dans 24 heures. Et comment capter ça? Et ça, je vous avoue, j'ai cherché, j'aimerais remplacer cette fonction par des machines, mais ça, j'ai jamais réussi. Donc, les meilleures personnes pour faire ça, ça s'appelle des individus, des humains, des gens capables de distinction, de jugement, de rentrer dans le détail, de capter justement une émotion, d'entendre un journaliste pitcher une idée, d'aller trouver le petit détail qui fait en sorte que cette histoire a une pertinence. Et parfois, l'angle est pas bon aussi. Il faut trouver de quelle manière traiter un sujet. Et ça, encore une fois, c'est vraiment, ça prend un jugement, une expérience, une sensibilité. Donc, c'est encore ces fonctions-là qu'on ne remplacera jamais par des machines qui sont les plus pertinentes et qui ont le plus de valeur de nos jours. On produit depuis 5 ans une série qui s'appelle Fragments avec Arte. C'est une série qu'on produit à la fois en Allemagne, dans différents pays d'Europe, en France et au Québec. Et le but de cette série, c'est de trouver des histoires de kidam, donc des moments de vie, des tranches de vie qui semblent anodines au départ, mais qui ont créé une bascule dans la vie des gens. Et ces histoires-là, on les traduit dans toutes les langues. Donc, c'est Arte, c'est une plateforme européenne qui s'adresse à tous les peuples d'Europe. Et toutes les histoires qu'on trouve dans Fragments, ben, ce sont des histoires justement qui sont universelles. En fait, c'est une série qui nous réconcilie avec l'humanité parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a beau être différents comme peuple, on a des choses en commun qui s'appellent les émotions, des moments de vie où on ressent quelque chose et on décide de changer notre trajectoire. Donc oui, les histoires sont universelles en autant qu'elles sont vraies. Sans dire que les deux métiers se complètent, je pense que le savoir-faire des marketeurs, donc de savoir cibler les audiences, d'être accrocheur, d'être séducteur, est un savoir-faire qui est de plus en plus en vue. Et du côté des marketeurs, ben, ils doivent chercher la vérité. L'authenticité est devenue le mot-clé sur les réseaux sociaux. On dit que les trucs qui sont trop fabriqués, qui sont trop léchés, n'attirent pas le regard des jeunes parce qu'ils sont habitués de voir des YouTubers qui sont très authentiques dans leur démarche. Donc, je pense qu'il y a une espèce... Les deux métiers se fondent. Puis, je ne veux rien enlever aux journalistes qui sont évidemment purs et qui sont en quête de vérité. Mais je pense que les métiers se rejoignent et se croisent. Donc, il faut vraiment développer un ensemble de savoir-faire qui ne sont plus dans un silo ou un créneau très précis. Il faut vraiment... Je pense que l'humanité est devenue la qualité première de n'importe quel créateur de contenu aujourd'hui. Et un bon publicitaire de nos jours, je pense, c'est quelqu'un qui sait capter l'air ambiant, qui sait aller se promener dans la rue. Ça a toujours été un petit peu ça. C'est des bons publicitaires, ça a toujours été des gens qui savent
capter un phénomène de société, mais souvent les publicitaires étaient un peu à la remorque de la culture. Souvent, il y avait des phénomènes culturels et la publicité venait un petit peu tel un parasite ou quelqu'un qui fait du surf sur quelque chose qui existe, mais je crois que le rôle de la publicité de nos jours, et on le voit à travers les grandes marques mondiales, doit générer de la culture, doit être un générateur de culture. On ne peut pas être seulement passif et attendre que les phénomènes culturels se passent et arriver dans un deuxième temps. Je pense que les marques ont un devoir de générer de la culture, de prendre position, c'est une prise de parole, donc la communication. Et les marques ont le devoir de prendre position, surtout dans un moment où la société est polarisée, où il se passe des trucs. On ne peut pas rester passif. Les entreprises ont un rôle social, au même titre que les médias, de participer au discours et de contribuer à la société. Ouais. Ben moi, je vais vous prendre un exemple. Une des inspirations pour Urbania, ça a été Benetton, en fait, qui publiait le magazine Colors à l'époque. Moi, je me souviens, j'étais adolescent. La copine d'un de mes amis travaillait dans un magasin Benetton et elle a rapporté des magazines Colors, qui était l'œuvre de Oliviero Toscani, un grand photographe italien, qui était à la fois un publicitaire, mais aussi un photographe qui faisait des photos assez choquantes, accompagné de Tibor Kalman, un designer new-yorkais, un iconoclaste, justement. Et ils se sont mis ensemble, ils ont fait un magazine financé par la marque Benetton, mais qui racontait le monde à travers des grandes thématiques. Et moi, je me souviens, la première fois que j'ai pris un magazine Colors dans mes mains, j'ai dit « Ah, ça peut être aussi ça, un magazine ». Et à l'époque, je réalisais même pas que c'était une marque de vêtements qui finançait le magazine. Et quand j'ai lancé Urbania en 2003, je me souviens que j'ai ressorti des magazines Colors en me disant ben, ça pourrait être mon inspiration de prendre une thématique, regarder la société à travers une thématique. Donc, moi, je trouve que c'est un excellent exemple d'une marque qui a décidé de prendre position, de prendre son argent qui normalement servait à acheter des pages de pub dans des magazines, mais pour créer un objet culturel qui a influencé un magazine qui est maintenant un objet culturel. Donc, je pense que si les marques utilisent leur argent dans un effort justement de marquer la société, de la faire avancer et de contribuer au discours, je pense que c'est comme ça que la société va avancer et c'est comme ça que les marques vont trouver leur pertinence et éventuellement des clients. Mais moi, je pense que chaque entreprise ou chaque marque devrait se doter d'un Chief Storytelling Officer, donc de quelqu'un qui est capable de capturer l'essence de la marque et de trouver la meilleure manière de connecter avec le public et avec les clients potentiels et de toujours repousser les limites. Donc, de toujours tester, étirer l'élastique au maximum de l'audace. On peut même être une compagnie dans la comptabilité ou dans des sujets qui sont plus conservateurs et quand même avoir quelque chose à dire. Donc, je pense que chaque marque doit trouver sa zone de confort, sa zone où justement elle est pertinente. Mais je pense qu'il faut pas se complaire, il faut pas rester toujours au même endroit, sinon on ne surprend plus les gens. Donc, c'est un petit peu comme dans nos relations humaines. Si on a des amis qui ne répètent que les mêmes histoires, à un moment donné, on les trouve ennuyants et on passe à un autre appel. Donc, je pense que les marques ont le même devoir de trouver une façon de nous captiver, d'attirer notre attention. Et le moment où elles attirent notre attention, de nous dire quelque chose de pertinent par la suite. Donc, je pense que chaque marque doit trouver son espèce d'élasticité et sa zone de confort. Moi, avec Urbania, disons que je me suis permis beaucoup de choses. Je ne peux pas les nommer ce soir parce que je pense que ça créerait des scandales, mais avec Urbania, moi, comme j'avais peu de moyens pour faire connaître la marque au début, j'ai fait des choses extrêmement scandaleuses. Nos une de magazine était très choquante et je me servais de ça vraiment comme une campagne de pub. Comme on se retrouvait dans tous les kiosques de la ville de Montréal, je me disais qu'il fallait que j'attire l'attention parce que je me battais contre des médias avec beaucoup plus de moyens que moi. Donc, je pouvais vraiment pousser la note. Et puis, quand j'ai lancé Urbania, mon but aussi, c'était de faire ma marque, de marquer l'imaginaire collectif. Et c'était surtout l'idée de n'avoir aucune limite. Chose que j'avais du côté de mes clients, où évidemment, il fallait que je sois bon joueur puis que je respecte un brief. Mais avec Urbania, mon brief, c'était d'attirer l'attention et de marquer l'imaginaire. Donc, je pense que si on s'en donne la liberté, et parfois, je me suis même fait peur à moi-même. J'ai fait des trucs où j'avais un peu... j'avais peur justement de la réaction de ma grand-mère le jour où elle allait voir le magazine. Mais après, je me suis dit, je n'ai qu'une vie à vivre. Aussi bien la vivre à fond, marquer l'imaginaire, et puis après ça, je n'en suis pas mort, je suis encore là aujourd'hui devant vous. Aujourd'hui, je me vois encore comme un publicitaire parce que effectivement, j'ai encore un esprit d'aller chercher des audiences, comment on veut se positionner dans le marché. Mais j'ai aussi un cerveau d'éditeur. Je me dis comment je veux marquer ma société, comment je vais faire avancer le débat public, comment je vais briser des tabous. Mais
on peut pas sortir le publicitaire de mon corps. Je demeurerai un publicitaire dans l'âme toute ma vie parce que, justement, j'ai développé des réflexes de ciblage, de savoir à quelle audience parler. Mais de plus en plus, je vois les réseaux sociaux comme étant une manière de faire du marketing pour ramener les gens sur nos propres plateformes, de développer une relation en direct, de créer des événements, de vraiment entretenir le public. Mais il faut vraiment voir ça comme une relation long terme. Le but, c'est pas d'avoir un one-night stand, donc d'avoir une relation d'un soir. Le but, c'est vraiment de développer une relation qui va se nourrir au fil du temps. Donc, je suis un publicitaire avec une ambition de bio.